En 2009, l'archéologue judiciaire Nicolas Bellantoni s'est rendu à Moscou pour examiner le fragment. De crâne que Russie gardait comme le preuve fin de la mort de Adolf Hitler, l'analyse de ADN fait dans états adhésion révéler un fait inattendu. Les restes appartenaient à une femme. Il trouvait mettre en question l'unique preuve physique de la mort de la dictateur. Les archives du KGB ont dissimulé les restes et les rapports d'autopsie pendant des décennies, tandis que des documents de la CIA et du FBI récemment déclassifiés évoquent des voies d'évasion, des sous-marins allemands et des témoins affirmant avoir vu Hitler en Amérique du Sud. La science moderne a rouvert une affaire que les puissances de l'après-guerre croyaient close. Ce documentaire examine le preuve légale, l'information secret et des tests génétiques susceptibles de réécrire le dernier chapitre du Troisième Reich. ADN dans Moscou. Il jure que Hitler, il est mort 2 fois. Début 2009, l'archéologue médico-légal Nicolas Bellantoni reçut une invitation inhabituelle. Examiner un fragment d'os conservé aux archives d'État russes et attribué depuis plus de 60 ans à Adolf Hitler, dans les réserves de Moscou. Le fragment, un morceau de crâne avec un orifice de balle, était considéré le preuve finale de la fin du dictateur Bellantoni, examina le matériel avec précaution. La structure osseuse lui parut étonnamment fine. Plus caractéristique d'une jeune femme que d'un homme de 56 ans, les sutures indiquaient un âge inférieur à celui mentionné dans les rapports soviétiques de 1945. Toujours, donc, obtenu autorisation pour extraire petit des échantillons et les soumettre à une analyse génétique. Les échantillons furent transportés dans le Connecticut, où Linda Straussburg ferma son laboratoire pendant 3 jours pour se consacrer exclusivement au projet. Ils utilisèrent les mêmes protocoles que ceux appliqués dans les affaires criminelles. Extraire de l'ADN viable d'un os exposé au feu et enfoui pendant des décennies représentait un défi considérable, mais ils parvinrent à répliquer le matériel génétique par duplication moléculaire et vérifièrent les résultats à plusieurs reprises. Lorsque les conclusions tombèrent, le monde de l'histoire fut bouleversé. L'ADN était indéniablement féminin. Les chromosomes sexuels appartenaient à une femme et non à un homme. La seule preuve matérielle reliant directement Hitler à une blessure par balle avait disparu d'être invalidée. 64 années après de le fait, l'information la plus importante concernant sa mort provenait en réalité d'une autre personne. La découverte a été diffusée par la chaîne History Channel dans un documentaire intitulé « L'évasion d'Hitler ». Les médias internationaux se sont emparés de l'information avec des titres sensationnalistes affirmant qu'Hitler aurait pu s'échapper. Des théories du complot ont alors émergé. Il y avait encerclé pendant décennies, ils ont trouvé nouveau vie. Ouais, l'unique preuve physique. Les sceptiques affirmaient que la fusillade était une mise en scène et que toute la version officielle devait être remise en question. Pour comprendre comme il arrivait à ce place, est nécessaire retour au dernier jour du Troisième Reich. 32 avril de 1945, Berlin. Il brûlait faible, il avance sans relâche de le troupe, les soviétiques. Le grondement de l'artillerie fit trembler les bâtiments encore debout. À 15 mètres sous terre, dans le bunker de la chancellerie du Reich, Adolf Hitler vivait ses dernières heures. Peu avant, il y avait contracté mariage avec Veil Braun, son partenaire de 3 décennies, lors d'une brève cérémonie quasi-administrative organisée au milieu du chaos. Dans la matinée, Eva est brièvement sortie dans le jardin de la chancellerie pour voir le soleil une dernière fois. Un geste chargé de symbolisme. Peu après de la midi, Hitler ordonnait ce poison à Blondie, son chien pasteur allemand. L'animal était obligé à ingérer un capsule cyanure. Convulsé et décédé dans minutes, était une preuve macabre pour confirmer que le poison a fonctionné. Pour ceux qui ont assisté à la scène, il était clair que le Führer n'avait aucune intention de se rendre ni d'être capturé. Vers 15h30, Hitler et Eva Braun se retirèrent dans leur chambre privée avec la consigne formelle de ne pas être dérangés. Quelques minutes plus tard, selon plusieurs témoins, un coup de feu fut entendu, étouffé par l'épaisseur des murs et le bruit ambiant. Constante de l'attentat à la bombe externe. Quand le participant ils entrèrent, ils ont trouvé Hitler s'est effondré dans le canapé avec un blessure de balle dans le temple droite. À son côté, posée Eva Braun gisait immobile, sans blessure apparente, après avoir ingéré du cyanure.
2 pistolets Walter gisaient sur le sol. L'air était imprégné d'une odeur âcre d'amandes amères, caractéristique du cyanure d'hydrogène. Les corps furent enveloppés dans des couvertures et transportés dans le jardin, où ils furent aspergés d'essence. Le feu les consuma partiellement, mais le combustible disponible était insuffisant pour une incinération complète. Les restes calcinés furent enterrés dans une fosse peu profonde. Que même soirée, l'amiral Dönitz reçut un télégramme crypté communiquer avec lui la mort du Führer fut annoncée, mais l'information ne fut pas immédiatement rendue publique. Le lendemain, 1er mai, la radio de Hambourg interrompit ses programmes par une annonce solennelle après des extraits de Wagner, et Bruckner-Dönitz informa le monde qu'Adolf Hitler était tombé cet après-midi en combattant héroïquement à Berlin. Le mensonge était délibéré. Hitler n'était pas mort ce jour-là, mais la veille, et il n'était pas tombé au combat. La version officielle visait à préserver une image d'honneur militaire et à faciliter une reddition sans heurts. Le régime nazi, même à l'article de la mort, continua de construire des mythes. Les nouvelles étaient reçues avec incrédulité répandue. Dans le cercle de l'intelligence. Parmi les Alliés, notamment les Soviétiques qui avaient pris Berlin, les doutes se multiplièrent presque aussitôt. Les soldats de l'armée rouge qui prirent d'assaut la chancellerie du Reich ne trouvèrent aucun corps dans le bunker. Les jardins étaient dévastés, recouverts de décombres et de cendres, sans aucune trace visible de restes humains. Les premières unités soviétiques ne trouvèrent aucune preuve concluante de la mort du dictateur. Semaine suivante, ce absence de preuves nourriture un vague de rumeurs que la rumeur se répandit à travers l'Europe. On murmurait qu'Hitler s'était enfui déguisé en moine, qu'il avait rejoint les Alpes en avion, qu'il se cachait en Suisse ou dans le nord de l'Italie. Certains parlaient même d'un transport en sous-marin vers l'Amérique du Sud. La confusion était telle que le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, déclara publiquement en juin 1945 qu'il n'était pas convaincu de la mort de Hitler. Que déclaration légitime, le spéculation est convertie. Le sort du Führer demeure l'une des énigmes les plus troublantes de la fin de la guerre. Pendant ce temps, les Soviétiques gardaient un silence absolu. Ils ne divulguaient aucun détail, ne présentaient aucune preuve. Non confirmés, ni l'un ni l'autre, ils n'ont nié rien. Que ambiguïté volontaire a répondu à une stratégie calculée par Staline. OMS si dans le mystère de Hitler, un outil politique. Cela s'avéra utile pour semer la méfiance parmi les alliés occidentaux. Le journal Pravda alla même jusqu'à publier que les rumeurs concernant la découverte du corps d'Hitler étaient une provocation fasciste. D'autres médias contrôlés par Moscou laissaient entendre que le dictateur était vivant et protégé par les Américains et les Britanniques. La guerre froide informationnelle avait commencé avant même la fin du conflit armé. À l'été 1945, le sort d'Adolf Hitler était devenu un véritable flou informationnel complet de spéculations, mensonges officiers et silences stratégiques. Dans moitié de ce vide naquit un mythe qui allait perdurer pendant des décennies. La possibilité que l'homme le plus haï du XXe siècle ait échappé à la justice. Le dent de la fureur, comme Moscou a gardé le secret. Alors que les théories d'évasion proliféraient en 1945, les Soviétiques en savaient plus qu'ils ne l'admettaient publiquement. Le matin du 2 mai, le soldat Ivan Tchourakov remarqua de la terre fraîchement remuée dans le jardin de la chancellerie du Reich. Espérant y trouver de l'or nazi, il commença à fouiller, à creuser et trouver un os de jambe. Spécialiste médecine légale faible, il commande, au sein de l'unité Smersh, dont le nom signifiait « morte aux espions ». Ils ont déterré ce qu'ils supposaient était le corps de la dictateur. Il manquait un parti de la crâne. Probablement sa mâchoire avait été arrachée par une balle dans la tempe, mais les fragments restants correspondaient à son dossier dentaire. L'autopsie révéla également qu'Hitler, comme la rumeur le laissait entendre, n'avait qu'un seul testicule. Le témoignage d'Elena Rjevskaya, une interprète russe dont les mémoires ont été publiées des décennies plus tard, offre un récit de première main de ces événements cruciaux. Son témoignage officiel, toit livré un boîte de bijoux bon marché lui disant « Le dent de Hitler » et « ouais, si vous perdez, vous paierez de votre tête ». Le colonel expliqua qu'il n'avait pas accès à un coffre-fort, donc toi de confiance le dent, parce que, comme femme, était moins probable qu'il se saoulerait et les perdre.
Accompagné de 2 officiers supérieurs, Rievskaya partit à la recherche du dentiste d'Hitler, mais celui-ci avait fui en Bavière. Ils retrouvèrent l'assistante du dentiste, Kate Heusermann, qui, après s'être assurée de leur absence d'intention de lui faire du mal, les conduisit au cabinet dentaire situé dans les ruines de la chancellerie du Reich. Là, ils découvrirent le dossier dentaire et les radiographies d'Hitler. Le lendemain, les interrogateurs demandèrent à Heusermann de décrire les dents de mémoire. Sa description correspondait aux radiographies. Lorsque Rievskaya ouvrit le coffret, Heusermann s'exclama « Ce sont les dents d'Adolf Hitler ». Ce identifiant dentaire n'en était assez pour Staline, OMS resta profondément méfiant. Cette méfiance allait transformer l'enquête en l'un des secrets les mieux gardés. L'affaire fut tenue à l'écart de la guerre froide. Les soviétiques avaient formé des équipes spéciales chargées de vérifier si Hitler avait réussi à s'échapper. Quelques 800 personnes furent interrogées dans les mois qui suivirent la chute de Berlin. Environ 70 membres du cercle restreint du Führer furent emmenés en Russie. En février 1946, 10 d'entre eux furent envoyés à la prison de Butyrka dans Moscou, faible stricte mesure de surveillance. Chaque prisonnier partageait une cellule avec un informateur et toutes les conversations étaient enregistrées. Ces rapports ont constitué une partie des archives secrètes connues sous le nom d'Opération Mythe. Les assistants personnels Heinz Ling et Otto Günsche étaient considérés comme des témoins clés. Selon leurs déclarations, tous deux ont entendu un coup de feu l'après-midi du 30 avril. En entrant, ils ont trouvé à Hitler mort dans le canapé avec un blessaire de balle dans le temple droite et un fort. L'air était imprégné d'une odeur d'amande. Eva Braun était également morte, apparemment empoisonnée. 2 pistolets gisaient au sol. On prétendait que les corps avaient été enveloppés dans des couvertures, transportés dans le jardin et aspergés d'essence. Linge reconnut que les corps étaient encore reconnaissables et que celui d'Hitler présentait un trou de la taille d'une pièce de monnaie dans le crâne Staline, n'était pas satisfait. En avril 1946, il organisa une seconde commission d'enquête, présidée par le médecin légiste Piotr Semenovski. L'objectif était de corriger les lacunes de la première autopsie, qui n'avait pas examiné les organes internes. La seconde commission reconstitua minutieusement les événements. Elle ramena les prisonniers à Berlin afin de recréer leurs derniers jours dans le bunker. Elle procéda à de nouvelles inspections de la chancellerie du Reich et découvrit des traces de sang humain de groupe A sur le canapé, les murs et le sol. Elle identifia des projections de sang compatibles avec une blessure par balle à la tête. Il 30 de peu de 1946, Ils ont découvert fragments d'un crâne avec un trou de sortie de balle, ainsi que des restes de vêtements et un collier de chien appartenant probablement à Blondie. Le rapport de Semenovski conclut que le tir y avait été fait à bout portant, dans le bouche ou tempe droite. Smersh-Hill refusait à livrer le corps pour nouveau autopsie, probablement par peur risquée d'être discrédité si son rapport précédent s'avérait erroné. Il en résulta une conclusion ambiguë. La version officielle soviétique demeura délibérément non concluante. L'historien Anthony Beevor a écrit sur la volonté de Staline de s'assurer de que Hitler était mort, mais de même anxieux de déguisement ceux des nouvelles de leurs prétendus alliés. Au lieu de révéler la vérité, la Pravda affirmait que ces rumeurs étaient une provocation fasciste. Les autorités soviétiques répandèrent la rumeur qu'Hitler était vivant et protégé par les Américains. Alors que les Soviétiques gardèrent le silence, les Britanniques décidèrent d'agir. En septembre 1945, le brigadier Queue Blanc recruté à Hugh Trevor Roper, un jeune officiel avec Trevor Roper, a suivi une formation universitaire en histoire afin d'étudier formellement ce qui s'est passé à Berlin, un dossier de 4 volumes à propos de personnalité et habitudes de Hitler. Pendant Houghton a parcouru l'Allemagne pour reconstituer les derniers jours du Reich. De nombreux témoins oculaires, il y avait mort soit manquant. Goebbels, il y avait mort intentionnellement ensemble à sa famille. Bormann était porté disparu. Ses principaux collaborateurs avaient été capturés par les soviétiques et étaient injoignables. Trevor Roper situait personne proche au tour-fin de Hitler. Les secrétaires Gerda Christian et Else Krüger ont relaté les faits sur la base de témoignages directs. À partir de ces données, l'historien britannique a reconstitué un récit cohérent. Hitler et Veil Braun, ils ont mis fin à leur vie dans le bunker, le 30 avril. Les corps furent incinérés dans le jardin, conformément aux ordres formels du Führer.
Le 1er novembre 1945, Trevor Roper tint une conférence de presse à Berlin pour présenter ses conclusions. Il expliqua que, malgré le scepticisme des Soviétiques, les témoignages étaient cohérents et que la mort volontaire était la seule issue logique. Un mois plus tard, une découverte fortuite confirma leurs conclusions. Les services de renseignement repérèrent un homme utilisant l'alias Wilhelm Paustin, soupçonné d'être Wilhelm Zander, l'ancien assistant de Bormann. Les agents découvrirent une valise dissimulée, dotée d'un compartiment secret contenant des documents d'une valeur historique inestimable. On y trouva le testament politique d'Adolf Hitler, dicté dans le bunker le 29 avril. Une annexe rédigée par Goebbels confirmait les circonstances de la mort d'Hitler. L'acte de mariage d'Hitler et d'Eva Braun fut également retrouvé. L'authenticité des documents fut vérifiée par le FBI. Leur contenu correspondait aux éléments recueillis par Trevor Roper. Dans janvier de 1946, il propre Zander était attrapé. Lors de son interrogatoire, il a avoué des détails qui corroboraient le récit du décès. L'enquête britannique s'en est trouvée pratiquement close. La clôture d'un dossier de renseignement ne signifie pas la fermeture de l'imagination du public. Malgré le preuve, le mythe de la survie de Hitler continue croissance. Le document, le rapport de l'opération Mythe, détaille le parcours complet des restes initialement enterrés près de Berlin. Ils furent déplacés à plusieurs reprises, puis finalement, en février 1946, à Magdebourg, où ils furent secrètement inhumés dans la cour d'un bâtiment du contre-espionnage. Ils y restèrent pendant 25 ans, jusqu'en 1970, date à laquelle la base soviétique devait être restituée à l'Allemagne de l'Est. Craignant que le site ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi, le chef du KGB, Yuri Andropov, ordonna leur destruction définitive. L'opération Archive a commencé le 4 avril de 1970. Le reste était exhumé secrètement et transféré à le faubourg de Schönebeck, près de la rivière Elbe. Vladimir Goumeniuk, un ancien soldat, a raconté en 2000 comment, avec 2 camarades, ils avaient trouvé des caisses enfouies à 1,70 m de profondeur, les avaient rechargées dans une jeep et s'étaient leur rendus à la campagne, déguisés en soldats à la pêche. Au bord d'une rivière, ils avaient aspergé les caisses d'essence et incinéré le corps d'Hitler plus complètement que ces soldats nazis n'avaient réussi à le faire en 1945. Goumeniuk a affirmé avoir recueilli les cendres et les avoir dispersées du haut d'une colline le 5 avril. Juré porté, il secrète à son tombe, donc terme physiquement le histoire de le vestige du Troisième Reich. Seule la mâchoire, un fragment de crâne et des morceaux du canapé tachés de sang ont été conservés dans les archives des services de renseignement soviétiques. Les secrets n'ont pas disparu. À l'été 1992, une journaliste russe nommée Ada Petrova rendit visite au directeur des archives d'État des trophées spéciaux à Moscou. Son enquête prit un tournant décisif lorsqu'elle apprit que le crâne d'Hitler se trouvait à Moscou. Petrova abandonna son projet initial et localisa les fragments crâniens dans les archives État de la Fédération russe. Là-bas, découvert aussi, il appelait Archive Hitler, 6 encombrants fichiers faibles. Ils n'ont dans indice de Opération Mythe. Se trouvaient. Cela a révélé que les autorités soviétiques avaient délibérément dissimulé des informations même à leurs propres historiens. Il existait une deuxième commission d'enquête à propos de la mort d'Hitler qui n'avait jamais été mentionnée publiquement jusque-là. Petrova. Non seulement trouvé le crâne, mais aussi uniforme de Hitler, cahier, 40 et 2 aquarelles peintes par le jeune Hitler, et des images d'archives soviétiques de mai 1945 montrant le jardin de la chancellerie du Reich et les corps des membres de la famille Goebbels. Ces documents soviétiques ont révélé nombreuses incohérences experts médico-légaux. Dans quelques cas, ils ont trouvé fragments des ampoules de poison dans le bouche, mais sans trace de cyanure dans leurs organes internes. Des blessures par éclat d'obus ont également été détectées dans la poitrine du corps présumé d'Eva Braun, ce qui semble contredire l'hypothèse d'un empoisonnement. Ces incohérences ont alimenté une nouvelle vague de théories. En 1995, le chirurgien britannique Hugh Thomas a publié « Doppelganger, la vérité sur les corps dans le bunker de Berlin ». Thomas soulevait une théorie radicale, que le corps trouvé non était le de Hitler et Eva Braun, mais des cadavres de substitution préparés pour tromper. Bien que Thomas ait reconnu le caractère hypothétique de sa thèse, il était parvenu à semer un doute méthodologique fondamental. Si les rapports soviétiques contenaient tant d'incohérences, le monde ne pouvait être certain que les restes conservés à Moscou étaient véritablement ceux d'Adolf Hitler.
À la fin du XXe siècle, il existait de multiples versions faisant autorité, incompatibles les unes avec les autres, sur la manière dont décédait Hitler. En enquête, il a affirmé que « il tire dans le bush ». Autre entretenu. L'hypothèse d'un empoisonnement au cyanure était également avancée. Une troisième hypothèse combinait les deux. Chaque version était étayée par des autorités apparemment crédibles, et chacune contredisait les autres. Ce multiplicité de récits officiers érodait le confiance publique dans n'importe lequel une seule version des faits. Déterminer si Hitler est mort en soldat, par balle ou en lâche, empoisonné, devint une question quasi morale sur la nature finale du dictateur. Le monde s'apprêtait à entrer dans le XXIe siècle avec une question fondamentale sans réponse définitive. Il crâne erreur. Science contre le mythe du bunker. Dans l'année 2000, plus loin de moitié siècle après de la baisse de la Troisième Reich, il archive les archives d'État russes décidèrent d'exposer publiquement pour la première fois le fragment de crâne censé appartenir à Adolf Hitler. L'exposition, intitulée « L'agonie du Troisième Reich », ne laissait aucun doute quant à son authenticité. Le directeur des archives, Sergueï Mironenko, affirmait devant la presse qu'il ne s'agissait pas d'un simple os trouvé dans la rue, mais d'un fragment découvert dans la fosse où le corps d'Hitler avait été enterré. Pour Mironenko, la provenance était documentée, la chaîne de possession irréprochable. Cette confiance allait se révéler prématurée. 9 ans plus tard, en 2009, Nicolas Belantoni fut autorisé à effectuer des tests ADN. Il se rendit à Moscou pour examiner les macabres trophées, le fragment de crâne et les taches de sang provenant du canapé du bunker. Il ne disposait que d'1 heure. Il préleva des échantillons sur le fragment d'os à l'aide d'écouvillons. Belantoni possédait les photos de référence que, soviétiques, ils ont pris de la canapé dans 1945 et était vision exactement le même tache dans le fragment front à île, donc que savait que était fonctionnement avec matériel authentique. La chaîne de traçabilité semblait irréprochable. Le échantillon était reporté à Connecticut Linda Strasbourg Collin, son laboratoire pendant 3 jours, en suivant les mêmes protocoles et contrôles qu'en laboratoire médico-légal. Ils étaient pleinement conscients de l'importance historique de l'analyse. Extraire de l'ADN d'un os vieux de plus de 60 ans, exposé au feu, est une tâche ardue. À la surprise de l'équipe, ils parvinrent à extraire une petite quantité d'ADN viable, qu'ils répliquèrent par duplication moléculaire Strasbourg, admis qu'ils avaient eu beaucoup de chances d'obtenir ne serait-ce qu'un résultat. Lorsque les résultats arrivèrent enfin, ils furent extraordinaires. L'ADN était indéniablement féminin. Les chromosomes sexuels appartenaient à une femme et non à un homme. La seule preuve matérielle tangible qu'Hitler s'était suicidé venait d'être invalidée. La découverte fit sensation. 64 ans après les faits, la preuve matérielle la plus importante s'avérait appartenir à une autre personne. Une question logique se posait alors. Ce fragment pouvait-il appartenir à Eva Braun, décédée à l'âge de 33 ans? Belantoni. Il montrait sceptique. Il crâne s'était approprié à une femme entre 20 et 40 ans plus tard. Aucun rapport n'indique qu'Eva Braun se soit suicidée. Cela pourrait être n'importe qui. De nombreuses personnes ont été tuées aux alentours du bunker dans les derniers jours de la guerre. Les conséquences étaient inquiétantes. Le fragment non appartenait à Hitler et probablement l'identité d'Eva Braun n'a jamais été révélée. La question de ses parents est restée sans réponse. S'agissait-il d'une simple erreur dans le chaos de 1946 ou d'un acte plus délibéré? Ces découvertes furent diffusées sur la chaîne History Channel, provoquant un tollé international et alimentant considérablement les théories du complot. Si la seule preuve matérielle de la fusillade était un faux, affirmaient les théoriciens du complot, alors toute la version officielle devait être remise en question. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec des titres sensationnalistes, proclamant qu'Hitler aurait pu s'échapper. Des émissions de télévision explorèrent, théorie de abri secret dans Amérique du Sud. Il trouvait scientifique de 2009. Il avait rouvert une affaire que beaucoup croyèrent close. Les archives d'État russes n'étaient pas prêtes à concéder ce point facilement. Bien qu'elles aient reconnu que des tests avaient été effectués, les autorités russes ont suggéré que les conclusions étaient prématurées. Elles ont fait valoir que la détermination du sexe à partir de fragments d'os anciens n'était pas infaillible et qu'il pouvait y avoir eu contamination. La controverse atteint telle ampleur que chercheurs français, ils ont décidé d'effectuer leur propre étude indépendante.
En mars et juillet 2017, une équipe dirigée par le professeur Philippe Charlier a obtenu un accès sans précédent aux fragments de crâne et surtout à la mâchoire qui était détenue par le FSB depuis 1945. L'étude qui en a résulté a été publiée dans l'European Journal of Internal Medicine. Elle représentait la tentative scientifique la plus sérieuse et rigoureuse pour résoudre ce mystère plus de 70 ans après les faits. Les chercheurs ont pu comparer la mâchoire avec les dossiers dentaires d'Hitler qui avaient survécu à la guerre. Le professeur Charlier a expliqué qu'à peser de avoir seulement 56 années quand décédé, Hitler avait il lui restait 5 de ses dents naturelles. Le reste était constitué de prothèses dentaires élaborées. Ces prothèses étaient extrêmement originales, de forme tout à fait extraordinaire. Était un correspondance anatomique et technologie parfait. Le dentier de Hitler n'en était commun. Ils avaient été fabriqués avec techniques spécifiques, résistant des matériaux spécifiques. Les contrefairs auraient été quasiment impossibles. L'analyse au microscope électronique a révélé un autre détail fascinant. Aucune trace de viande. Ce convenu avec, il fait bien documenter de que Hitler était végétarien. L'état des prothèses dentaires semblait également corroborer le récit selon lequel Hitler avait pris l'équipe, a suggéré que des dépôts bleuâtres sur les prothèses dentaires métalliques pourraient indiquer une réaction chimique entre le cyanure et le métal, tout en reconnaissant que cette conclusion restait hypothétique. Concernant le fragment de crâne controversé, les chercheurs français ont pu l'examiner visuellement, mais sans pouvoir prélever d'autres échantillons d'ADN. Les autorités russes n'ont pas autorisé le prélèvement de matériel supplémentaire. Le professeur Charlier a formulé une critique méthodologique importante de l'étude du Connecticut d'un point de vue anthropologique. Un diagnostic de la sexe basé dans le crâne offre environ un 51 probabilité de 5% d'avoir raison, à peine meilleure que le hasard. Charlier a fait valoir que même l'analyse ADN pouvait être affectée par la contamination, en particulier dans échantillons donc anciens et manipulés à îles longues de des décennies. Ce fragment avait été touché par de nombreuses personnes depuis 1946, conservé dans des conditions variables et exposé lors d'expositions publiques. La nouvelle étude française conclut que, quelle que soit l'origine du fragment de crâne, la mâchoire était bel et bien celle du Führer, et qu'il n'y avait donc pas eu d'évasion miraculeuse. L'identification dentaire était, de l'avis de l'équipe française, irréfutable. L'authenticité de la mâchoire semblait corroborée par les mémoires d'Elena Rzhevskaya, dont histoire détaillée de comme le dent était rétabli fournit un chêne. La garde des bijoux a été documentée dès leur découverte. Rzhevskaya était présente, avait tenu le coffret à bijoux entre ses dents, avait accompagné l'assistante du dentiste et avait assisté à l'identification. L'étude française n'a pas complètement clos le débat. La question du fragment de crâne restait en partie irrésolue. Si l'ADN était féminin, l'origine de ce crâne et les raisons pour lesquelles les soviétiques l'avaient représenté comme preuve demeuraient obscures. Je pourrais avoir été une erreur dans le chaos de 1946, une conclusion biaisée de la commission de Semenovsky ou une stratégie de désinformation. Le professeur Charlier a proposé une interprétation plus simple. Déterminer le sexe par les caractéristiques crâniennes n'a qu'une seule utilité, 55% de précision. Il que pourrait expliquer par que le soviétique supposait il croyait à tort qu'il appartenait à Hitler. En 2018, lors de la publication de l'étude française complète, Le Monde était confronté à deux preuves scientifiques apparemment contradictoires. L'analyse ADN du crâne suggérait qu'il n'appartenait pas à Hitler. L'analyse dentaire de la mâchoire confirmait qu'elle appartenait bien au Führer. Le répondre plus loin probable était que le soviétique, il y avait tâche une erreur en 1946, ils avaient identifié le fragment de crâne, mais ils avaient vu juste concernant la mâchoire. Le crâne aurait pu appartenir à n'importe laquelle des nombreuses victimes mortes dans le bunker. Mais la mâchoire, avec ses prothèses dentaires uniques, était presque certainement celle d'Adolf Hitler. Pour les théoriciens du complot, cette explication était insatisfaisante. Ils soutenaient que si le soviétique il y avait erreur dans un parti de preuves cruciales, le confiance dans le reste devait être remise en question. Si Staline avait délibérément menti pendant des années, les raisons pour croire que le mâchoire était authentique n'en étaient assez. Plus loin de 70. Des années après les faits, l'énigme persistait. La science avait apporté des réponses, mais ces réponses avaient soulevé de nouvelles questions.
Cette affaire a démontré que même avec technologie moderne, accéder à fichiers secrets et analyses légales avancées, l'histoire n'offre pas toujours de certitudes absolues. Ce qui était clair, c'était que le mystère Hitler n'était pas seulement une question historique, mais aussi psychologique et culturelle. Le monde avait besoin de savoir avec certitude que le mal absolu du XXe siècle avait enfin trouvé sa fin. Tant qu'il subsisterait le moindre doute, le monde aurait des raisons de douter incohérence, n'importe lequel fragment de preuve ambiguë, les théories, les alternatives continueraient de proliférer. Cours au sud, île fantôme de la fureur en Patagonie. Alors que les scientifiques débattèrent des fragments de crâne au XXIe siècle, il y en avait une autre dimension de la mystère que non pourrait être résolue dans laboratoire. La théorie de fuir en Amérique du Sud. Ces théories ne reposaient pas uniquement sur des spéculations, mais sur des documents officiels, des témoignages enregistrés et des biens matériels présentant des liens indéniables avec le régime nazi. Le dossier central du FBI sur Adolf Hitler. Dossier, le document 65-53615 a commencé à être publié en vertu de la loi sur la liberté d'information le 26 avril de 1976. Entre ces documents, il découvre un rapport particulièrement intrigant, daté du 14 août 1945, soit 3 mois seulement après la chute de Berlin. Le rapport contient le témoignage direct d'un certain Guy Dano, qui affirmait avoir été envoyé à la rencontre d'Hitler et de son entourage à leur descente de sous-marins en Argentine 2 semaines et demie après la chute de Berlin. Guy Dano faisait partie des 4 hommes qui ont accueilli Hitler et son groupe d'une 50aine de personnes. Hitler était accompagné de 2 femmes, d'un médecin et de plusieurs autres hommes. À la tombée de la nuit, le groupe atteignit le ranch où ils étaient censés se cacher. Selon Guy Dano, cet arrangement avait été conclu par 6 hauts responsables argentins dès 1944, soit 1 an avant la fin de la guerre. Guy Dano prétendait être prêt à révéler leur nom dès la capture du dictateur. Il déclara avoir reçu 15 000 $ pour sa participation à cet arrangement, et conscient que l'arrestation d'Hitler n'était plus qu'une question de temps, il souhaitait prouver son innocence. Révélateur le information. Il existe en plus autre rapport daté le 14 de juillet. Dès 1945, voire avant, des documents concernant des sous-marins nazis débarquant en Argentine furent pris suffisamment au sérieux pour que J. Edgar Hoover s'implique personnellement dans l'enquête. Un enquêteur officiel américain a noté à l'époque que les officiers de l'armée américaine en Allemagne n'avaient pas retrouvé le corps d'Hitler et qu'aucune source fiable n'indiquait sa mort. Cette déclaration prend une importance particulière si l'on considère que était fait avant de que Trevor Roper complète son enquête, quand l'incertitude était à son comble. Tout au long de 1945 et 1946, les rapports ont continué d'affluer. En juillet. En 1945, le bureau de la censure américain intercepta une lettre adressée à un journal de Chicago, affirmant qu'Hitler se cachait dans une propriété allemande à 725 km de Buenos Aires. L'auteur prétendait qu'il vivait sous terre, dans un complexe doté d'entrées secrètes, contrôlées par des cellules photoélectriques et gardées par des sosies, et que le Führer y développait de nouvelles armes. Le rapport fut jugé suffisamment suspect, sérieux comme pour que le gouvernement États-Unis enverra un télégramme classifié à l'ambassade en Argentine demandant une enquête. En septembre 1946, une rumeur circula selon laquelle le Führer se trouvait en Espagne, à la tête d'une flotte de sous-marins nazis. Peu après, une autre rumeur apparut, affirmant qu'il avait traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Argentine, où un chirurgien esthétique aurait modifié son visage à bord d'un navire. En décembre de la même année, l'ambassade américaine à Stockholm reçut une lettre anonyme alléguant qu'Hitler vivait caché dans une grotte des montagnes scandinaves, avec des provisions pour plusieurs années, des armes, de l'argent et un groupe de partisans. Appel Corbeau. L'expéditeur exigeait un 6e parti de la guirlande et un jeep. En guise de récompense, la même année, des rumeurs circulaient le décrivant dans un café d'Amsterdam, le corps allongé et le visage défiguré, ainsi qu'à Zurich, où il aurait vécu comme un retraité souffrant d'une maladie pulmonaire. Un responsable américain ordonna une enquête sur l'affaire suisse, estimant qu'il serait négligent de ne pas exploiter une piste de cette nature. Le 20 avril 1946, jour du 57e anniversaire d'Hitler, l'officier britannique W. Byford Jones nota que sur 20 Berlinois instruits interrogés, 19 croyaient encore que le Führer était vivant.
De nombreux enfants parlaient encore de « l'oncle Adolf » comme d'un personnage réel, preuve du pouvoir symbolique du mythe. En 1955, le chef de la base américaine de la CIA à Maracaibo, au Venezuela, rédigeait un mémorandum à propos d'une affirmation de que Hitler vécut dans le Andes colombien au front issu d'une communauté de fascistes allemands en fuite. Ces théories ont connu un regain de popularité après les tests ADN de 2009. Bob Baer, un agent de l'INC avec 21 années d'expérience, présentait théories similaires dans la série documentaire « À la poursuite d'Hitler », diffusée en 2015 sur History Channel, présentait Baer et son équipe affirmant avoir découvert des preuves de l'évasion d'Hitler grâce à 700 pages de documents déclassifiés du FBI. L'historien argentin Abel Basti a développé une hypothèse détaillée dans son ouvrage « Hitler en exil ». Selon Basti, un accord aurait été conclu avec les États-Unis pour permettre à Hitler de s'échapper et d'échapper à la capture par l'Union soviétique. Cet accord aurait également concerné de nombreux scientifiques et militaires ayant participé ultérieurement à la lutte contre le régime soviétique pendant la guerre froide. Cette théorie n'est pas aussi farfelue qu'il n'y paraît. L'opération Paperclip, désormais bien documentée, a permis l'exfiltration de centaines de scientifiques nazis vers les États-Unis après la guerre, dont Werner von Braun, concepteur des fusées V2 qui ont bombardé Londres. Si les États-Unis étaient disposés à gracier des criminels de guerre, la question se poserait de savoir s'ils en auraient été réellement capables par son utilitaire technologique. Les possibilités de permettre que Hitler s'échappait par les raisons géopolitiques ne sont pas totalement improbables. La voie d'évasion proposée par Basti suggère que Hitler s'est échappé par un tunnel faible le chancellerie connecté à l'aéroport de Tempelhof. Un hélicoptère l'a transporté en Espagne. De là, il s'est d'abord rendu à îles Canaries, alors arrivé à Argentine dans un sous-marin où vécut pendant 10 années et s'est finalement installé au Paraguay sous la protection du dictateur Alfredo Stroessner. Selon cette théorie, Hitler aurait été enterré dans un bunker souterrain, aujourd'hui transformé en hôtel de luxe à Asunción. En 1973, l'entrée du bunker fut scellée et 40 personnes vinrent lui rendre hommage. Parmi elles, l'officier brésilien Fernando Nogueira de Araújo, ensuite dit à un journal à propos de la cérémonie. Au-delà des documents et des témoignages, un bien immobilier alimente les spéculations depuis des décennies. Une demeure isolée au bord du lac Nahuel Huapi, en Patagonie argentine. Ce paradis montagneux est devenu un refuge pour de nombreux nazis en fuite après la guerre, un fait historique incontestable. La demeure, appelée Residencia Inalco, a connu plusieurs propriétaires, chacun ayant des liens troublants avec le régime nazi. Le premier fut Enrique García Merú, un avocat de Buenos Aires lié à plusieurs sociétés allemandes qui auraient aidé de hauts dignitaires nazis et des officiers SS à fuir en Argentine. Merú acheta la propriété à l'architecte Alejandro Bustillo, qui en avait dessiné les plans. Originaux de la maison d'en mars de 1943, notamment 2 années avant de la fin de la guerre. Ce détail prend toute son importance lorsqu'on considère la planification préalable des voies d'évasion possibles. Bustillo a également construit d'autres maisons pour des fugitifs nazis qui furent plus tard capturés dans la région, confirmant ainsi l'existence d'activités pro-nazis dans la région. Le terrain sur lequel la maison fut construite, à Bahia Istana, près du petit village de Villa La Angostura, était assez isolé et difficile d'accès, des caractéristiques idéales pour quiconque souhaitait rester caché. Les plans ressemblent étrangement à l'architecture du refuge d'Hitler dans les Alpes bavaroises. Les chambres sont reliées par des salles de bain et des dressings, et un pavillon de thé jouxte une petite ferme, reproduisant le style du Berghof, avec une précision troublante. Comme le Berghof, la maison Inalco n'était visible que depuis le lac. Une forêt à l'arrière masquait la vue depuis la terre ferme, garantissant une intimité maximale. On y trouvait même des vaches suisses importées d'Europe par Merú, un détail curieux qui suggère une tentative de recréer l'environnement alpin européen en Amérique du Sud. Le complexe était totalement autosuffisant, avec ses propres animaux et zones agricoles, ce qui aurait permis à leur occupant en direct indépendamment de pendant période prolongée. Elle disposait également d'une rampe d'accès direct au lac et d'un hangar à bateaux qui, selon la rumeur, abritait un hydravion, offrant ainsi une voie d'évacuation rapide. Sa situation au bord du lac permettait une évacuation immédiate vers le Chili, dont la frontière se trouvait à quelques kilomètres seulement de l'autre côté de l'eau.
Plus loin en retard, Meroux vendu le maison à Georges Antonio, OMS était connecté avec il. Le président Juan Perón était le représentant allemand de Mercedes-Benz en Allemagne. Le régime de Perón est tristement célèbre pour avoir offert refuge à de nombreux criminels de guerre nazis après 1945, dont Adolf Eichmann, l'un des principaux architectes de l'Holocauste. Selon le livre « Loup gris, l'évasion d'Adolf Hitler », Hitler était déjà mort pour quand le maison était vendu à José Rafael Trozzo dans 1970, que ce qui rend cette affaire particulièrement troublante, c'est que Trozzo a également acquis d'autres propriétés appartenant à un certain Juan Mahler, pseudonyme de Reinhard Kops, officier SS et criminel de guerre avéré. Kops était lié à Erich Priebke, ex-Hauptsturmführer de la Waffen-SS qui a participé au massacre des grottes ardéatines dans Rome, dans lequel 335 civils italiens étaient exécutés. Priebke n'était pas un fugitif tapi dans l'ombre. C'était un membre respecté de la haute société locale et il dirigeait une école nommée Primo Capraro. Il vivait ouvertement en Argentine pendant décennies jusqu'à que était extradé à Italie dans 1995 pour affronter accusation de crimes de guerre. Le fils de Capraro vendit le terrain de la maison Inalco à Bustillo, bouclant ainsi un cercle de liens nazis qui rattachait directement la propriété à des criminels de guerre connus et avérés. Il n'est pas exagéré d'affirmer que de nombreux criminels de guerre nazis se sont réfugiés en Amérique du Sud après la guerre. Adolf Eichmann fut capturé à Buenos Aires en 1960 par des agents du Mossad israélien Joseph Mengele. Le tristement célèbre médecin d'Auschwitz vécut en Argentine, au Paraguay et au Brésil pendant des décennies jusqu'à sa mort. En 1979, Klaus Barbie, le boucher de Lyon, bénéficia de la protection des services de renseignement américains avant de s'installer en Bolivie. La filière d'exfiltration organisée qui a permis aux nazis de fuir en Amérique du Sud, surnommée « filière de passe », est bien documentée. Elle impliquait la complicité d'éléments au sein de l'Église catholique qui fournissait de faux documents de contact en Espagne et en Italie qui facilitaient le transit, et de gouvernements sud-américains sympathisants qui offraient refuge. Ce réseau existait et fonctionnait efficacement pour les criminels de guerre de rang inférieur. La question de savoir pourquoi il n'aurait pas fonctionné pour le criminel de guerre ultime devient alors pertinente. Les documents du FBI relatifs au prétendu débarquement de sous-marins et des témoignages comme celui de Guidano apportent un contexte concret qui alimente le mystère théorie pendant des décennies. Il fait de que ces documents étaient pris dans sérieux. Le fait que J. Edgar Hoover se soit impliqué personnellement en 1945, que des télégrammes classifiés aient été envoyés aux ambassades, tout cela laisse à penser que les autorités américaines considéraient la possibilité d'une évasion comme plus qu'une simple fantaisie improbable. Le chronologie est suggestif. Le d'abord information à propos Hitler dans Argentine, donné de juillet 1945, à peine 2 mois après la chute de Berlin. Le témoignage de Guidano fut enregistré en août de la même année. Il ne s'agissait pas de rumeurs tardives, mais de rapports contemporains établis en temps réel. On sait avec certitude que plusieurs sous-marins allemands ont effectivement atteint l'Argentine après la guerre. L'U-977 se rendit à Mar del Plata le 17 août 1945. L'U-530 s'était rendu 2 semaines plus tôt. Les 2 commandants étaient interrogés largement à propos de la possibilité de... Ils auraient transporté des dirigeants nazis, ce qu'ils ont tous 2 nié, mais leur arrivée a confirmé qu'il était techniquement possible de rejoindre l'Argentine par sous-marin depuis l'Europe. Les partisans de la théorie de la survie soutiennent que les États-Unis auraient eu des motivations stratégiques pour permettre une telle fuite. En laissant Hitler s'échapper en Amérique du Sud plutôt que de le laisser tomber aux mains des Soviétiques, les États-Unis auraient empêché Staline d'utiliser le dictateur capturé comme trophée de guerre, soit il soumettre à un jugement public conçu pour humilier vers l'Ouest. Ce théorie visage sérieux obstacle, preuve. Le témoignage de plusieurs témoins oculaires présents dans le bunker, interrogés indépendamment par les autorités soviétiques, britanniques et américaines, présente une remarquable cohérence sur les points essentiels. Heinz Linge, Otto Günsch et Rochus Mich ont tous décrit la mort de manière similaire. La probabilité qu'un complot d'une telle ampleur puisse se maintenir pendant des décennies, impliquant des dizaines de personnes relevant de différents services de renseignement, est difficile à croire. L'hostilité entre eux semble extrêmement faible.
Les complots exigent un silence absolu. Combien plus loin personnes sont impliquées, plus loin probable est que quelqu'un parlait. Dans ce cas précis, personne n'a parlé. L'étude française de 2017 a fourni des preuves dentaires convaincantes attestant de l'authenticité de la mâchoire détenue par les Russes. Les prothèses dentaires d'Hitler étaient uniques, fabriquées selon des techniques spécifiques quasi impossibles à reproduire. La traçabilité de la mâchoire, documentée par Elena Rjevskaya depuis sa découverte, semble solide. Pour les partisans de la thèse de l'évasion, aucune preuve scientifique n'est suffisante. Ils affirment que les Soviétiques auraient pu fabriquer la mâchoire avec les mêmes techniciens dentaires. Ils suggèrent que toute l'enquête médico-légale a été compromise dès le départ par des considérations politiques. Ils soulignent l'incohérence dans l'information soviétique comme preuve de dissimulation. C'est là que réside le véritable cœur du phénomène des théories du complot concernant Hitler. Il ne s'agit pas seulement de preuves ou de leur absence, mais d'un besoin psychologique profond de croire que le mal absolu du XXe siècle n'aurait pas pu mourir simplement dans un bunker. Plus loin, là de la bunker, comme il mythe dépassé. Histoire. La construction du récit historique entourant la fin d'Adolf Hitler a constitué l'un des premiers champs de bataille informationnels de la guerre froide. Entre mai et juin 1945, les services de renseignement de intelligence soviétiques, établis il département connaissance comme section au sein de la direction principale du contre-espionnage militaire, spécifiquement chargée de la gestion des informations relatives aux dirigeants nazis capturés ou tués, cette agence opérait sous les directives politiques explicites de Lavrenti Beria, qui avait très tôt compris la valeur stratégique du contrôle du récit entourant le sort du dictateur allemand. Le 29 mai 1945, le journal britannique Daily Express publia des déclarations du maréchal Georgi Zhukov affirmant qu'il n'existait aucune preuve concluante de la mort de Führer. Cette déclaration, autorisée depuis Moscou, a répondu à un directif plan stratégique élaboré par le département de la propagande du comité central du Parti communiste. Des documents déclassifiés des archives d'État russes en 1992 ont révélé que Zhukov avait reçu instructions spécifiques de truie doute public alors que l'équipe, les experts médico-légaux soviétiques travaillaient en secret. Leur stratégie poursuivait deux objectifs simultanés: maintenir la pression psychologique sur les alliés occidentaux en les accusant de protéger des criminels de guerre et préserver une marge de manœuvre diplomatique face à d'éventuelles révélations futures. Le ministère britannique des Affaires étrangères réagit en créant une unité spécialisée au sein du département du renseignement politique, active à partir de juillet 1945 sous la direction de William Cavendish Bentinck. Cette unité coordonnait la collection systématique de des témoignages ont été recueillis auprès de réfugiés allemands dans les territoires occupés par les Britanniques et les Américains. Les interrogatoires ont été menés selon les protocoles élaborés par le Centre d'interrogatoire détaillé des services combinés, situé à Bad Nendorf, entre août et décembre 1945. Plus de 300 témoignages ont été classés sous le code opérationnel Nursery, une référence interne au bunker désignée comme la Nursery du Reich. La documentation qui en a résulté, partiellement déclassifiée en 1972, a démontré que les autorités britanniques considéraient l'absence de preuves physiques soviétiques comme un problème de la crédibilité stratégique plutôt que la crédibilité historique. L'Office of Strategic Services, OSS, américain, précurseur de la CIA, a créé le projet Paperweight en septembre 1945, qui était différent de l'opération Paperclip, plus connue dédiée au recrutement scientifique. Presse-papier centralisait tout le rapport relatif à des signalements présumés de dirigeants nazis en fuite. L'officier responsable, Lanning McFarland, a compilé un total de 1237 rapports sur les lieux où se serait trouvé Hitler entre 1945 et 1947. Parmi ceux-ci, 643 situaient le dictateur en Amérique du Sud, 211 en Espagne et 180 dans d'autres pays, et 3 dans régions alpins de Autriche et Suisse, et ils reposent dispersés dans lieux variés, y compris Est-Moitié et Asie centrale. Chaque rapport reçut classification. Sur la base de leur crédibilité, seuls 18 ont été jugés dignes d'une enquête approfondie. Aucun n'a pu être vérifié. Le système de classification développé par McFarland établit catégories basées dans la source. Les témoignages de première main étaient classés A, les informations de seconde main B, et les rumeurs sans source identifiable. C,
Une note interne datée du 3 mars 1946, déclassifiée en 1985, révélait la frustration de l'officier quant à la qualité des documents. La prolifération des rapports de classe C compromet gravement l'évaluation des documents de classe A. Nous recommandons de suspendre le traitement des rumeurs invérifiables. Cette recommandation fut ignorée. La raison, exposée dans une correspondance entre McFarland et le directeur adjoint du renseignement, Allen Dulles, était politique. Fermer publiquement le canal de transmission des informations revient à dire que nous considérons l'affaire comme close, une position prématurée alors que les soviétiques gardent le silence officiel concernant la découverte des restes. La manipulation de l'information par les soviétiques atteignit une sophistication considérable en 1946. La 8e de juin, Radio Moscou transmit un programme spécial titré « Il mystère de Berlin », à lequel un narrateur anonyme proposait questions à propos incohérences dans versions occidentales. Le programme citait sélectivement des déclarations d'Eisenhower exprimant des doutes, sans les situer dans le temps. Parallèlement, des agents du NKVD distribuaient en Allemagne de l'Ouest des tracts anonymes en allemand intitulés « Où est le Führer ?», conçus pour alimentation-spéculation entre populations civiles allemandes. Des exemples de ces pamphlets, conservés dans les archives fédérales allemandes, Bundesarchiv, sous la cote ZSG 142, démontrent des techniques de propagande grise. Ils présentaient des informations factuelles mêlées d'insinuations, évitant les déclarations directes vérifiables. Le service de contre-espionnage britannique MI6 réagit en lançant l'opération périodique en janvier 1946. Cette opération consistait à infiltrer des agents au sein des communautés d'exilés allemands en Espagne, au Portugal et en Amérique latine, afin de surveiller la circulation des rumeurs concernant les dirigeants nazis en fuite. Des rapports trimestriels envoyés à Londres, partiellement déclassifiés en 1998, documentent les réseaux sociaux des exilés allemands où les rumeurs circulaient selon des schémas prévisibles. Un rapport du deuxième trimestre 1946 identifie Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Caracas et São Paulo comme des foyers clés de ces rumeurs, Paulo comme épicentre de spéculations organisées. Il analyse, j'ai remarqué, communautés allemands expatriés. Il travaille comme caméra de écho où information sans la vérification acquiert une apparence de crédibilité par la répétition sociale. La dimension académique du débat a émergé formellement en 1947 avec la publication de l'ouvrage de Trevor Roper, Les derniers jours d'Hitler. L'historien britannique y incluait une annexe méthodologique expliquant les limites des preuves et justifiant ses conclusions par la convergence des témoignages. L'ouvrage a suscité des critiques dans les milieux universitaires soviétiques. En mars 1948, l'historien russe Lev Bezymensky publiait un article dans la revue Voprosi Historii interrogatoire. Le méthodologie occidentale part dépendre excessivement des témoignages sans accès à des preuves matérielles. Bezymensky n'a pas révélé que les soviétiques possédaient de telles preuves, mais il a exploité leur absence dans les analyses occidentales pour discréditer les conclusions. Ce schéma allait caractériser le débat historiographique pendant 2 décennies. Les chercheurs occidentaux s'appuyaient sur des témoignages convergents, les chercheurs soviétiques sur un matérialisme médico-légal inaccessible. La publication en 1968 du livre « La mort d'Adolf Hitler » de Lev Bezymensky a marqué un tournant de inflexion. Par d'abord temps, un historien soviétique révélait publiquement détails. La publication comprenait des photographies de documents médico-légaux issus des autopsies de 1945. Elle coïncidait avec le début de la détente entre les blocs et répondait aux directives de déstalinisation qui autorisaient un accès plus sélectif aux archives. Cependant, Bezymensky omettait toute mention de la seconde commission d'enquête de 1946 et ne révélait pas l'existence du fragment crânien. La stratégie consistait à pratiquer une transparence contrôlée, fournir suffisamment d'informations pour asseoir l'autorité soviétique sur le sujet, mais pas assez pour permettre une vérification indépendante complète. Une analyse comparative entre les versions publiées par Bezymensky et les documents déclassifiés ultérieurement révèle des modifications importantes. L'historien russe affirmait que Hitler était mort exclusivement d'un empoisonnement au cyanure, omettant toute mention de la blessure par balle documentée dans le rapport de Semenovsky. Cette modification découlait de considérations idéologiques.
Présenter Hitler comme mort empoisonné, une méthode considérée comme lâche, servait mieux les intérêts de la propagande que d'admettre une blessure par balle, potentiellement interprétable comme un acte militaire honorable. Document des archives présidentielles de la Fédération russe, accessible à chercheurs depuis 2016, confirmé Bezymensky soumis le manuscrit au département idéologique du comité central pour examen avant publication, où des modifications spécifiques concernant la cause du décès furent ordonnées. La culture populaire occidentale a commencé à intégrer ce thème dans les années 1960. En 1964, le roman Le garçon depuis Brésil de Walleven, bien que concentré dans le clonage de Hitler, a popularisé l'idée de la survie du nazisme en Amérique du Sud. Le film éponyme de 1978 a consolidé cette idée, ce imaginaire visuel. En même temps, publications sensationnalistes. Elles se multiplièrent. En 1969, le magazine allemand Der Stern publia une série d'articles intitulés « Les derniers jours d'Hitler », mêlant recherches approfondies et spéculations. Tirée à 1,5 million d'exemplaires, la série créa un précédent commercial. Le mystère Hitler était un filon. Rédacteur international, ils ont répondu, formule entre 1970 et 1980, au moins 40, et d'après le catalogage de la Bibliothèque du Congrès, 3 ouvrages publiés en langues occidentales traitaient du sujet. Le contexte médico-légal a considérablement évolué au cours des années 70 avec les progrès de la dentisterie. Légal. Il emploie pionnier de Kaiser Nielsen dans Identifiant, dentaire normes établies internationales adoptées par Interpol, dans 1973. Ces normes. Ils ont défini des protocoles de documentation, de comparaison et de vérification d'identité à partir des dossiers dentaires. Appliquées rétrospectivement au cas d'Hitler, les méthodes développées par Kaiser Nielsen a validé l'identification réalisée par Käthe Heusermann en 1945, aujourd'hui reconnue comme techniquement correcte selon les critères scientifiques contemporains. Professeur Rir Sognaes de l'Université de Californie publie dans 1972 une analyse dans l'American Journal of Forensic Medicine a comparé les radiographies dentaires d'Hitler aux descriptions soviétiques publiées par Bezymensky. Sognaes a conclu que la correspondance anatomique dépassait les probabilités d'erreurs statistiques, fournissant ainsi la première validation scientifique occidentale indépendante. L'ouverture archivistique post-soviétique transformait radicalement il panorama preuve. En 1991, le gouvernement russe accorda un accès limité aux archives du FSB, successeur du KGB. En 1992, la journaliste Ada Petrova et le cinéaste britannique Peter Watson obtinrent l'accès au dossier complet de l'opération Mythe, jusque-là inconnu en dehors des cercles du renseignement leur ouvrage, La mort d'Hitler, l'histoire complète et les nouvelles preuves issues des archives secrètes russes, publié en 1995, révéla pour la première fois l'existence du fragment crânien et documenta les multiples déplacements de la dépouille. La publication suscite immédiatement une vive controverse dans le milieu universitaire. Des historiens comme Richard Evans remirent en question les interprétations de Petrova et Watson, soulignant que l'accès aux archives ne garantissait pas la compétence en matière d'analyse historique critique. Le débat historiographique sur la fiabilité des sources soviétiques s'est intensifié dans les années 1990. En 1994, l'Institut d'histoire mondiale de l'Académie des sciences de Russie a organisé un colloque international intitulé « Sources soviétiques et méthodologie historique », où chercheurs russes et occidentaux ont confronté leurs approches divergentes. Un consensus s'est dégagé, reconnaissant la nécessité d'une lecture critique des documents soviétiques, prenant en compte contexte de production bureaucratique et pressions idéologiques, mais il a rejeté la disqualification automatique. Cette position méthodologique mûre a permis l'intégration progressive des données soviétiques dans les récits historiques occidentaux, sans naïveté épistémologique. Le technologie légale de la siècle XXI introduit chances analytiques impensables. En 1945, la mise au point de techniques d'extraction d'ADN ancien, perfectionnées grâce à des projets archéologiques tels que le séquençage du génome néandertalien, a offert des outils en vigueur théoriquement à restes historiques. Le communauté scientifique. En 2003, la médecine légale a établi les normes d'authenticité pour l'ADN historique, publiées dans la revue Nature, spécifiant des protocoles pour éviter la contamination et valider les résultats.
Ces normes exigeaient des prélèvements multiples, un séquençage répété dans des laboratoires indépendants et une documentation exhaustive de la chaîne de traçabilité. L'analyse réalisée dans le Connecticut en 2009 répondait techniquement à ces exigences, malgré l'impossibilité de reproduire les résultats indépendants par négatif russe, limité validation complet selon normes scientifiques optimales. L'étude français de Charlier, dans 2017, représentait essayé de synthèse interdisciplinaire. L'équipe comprenait des historiens, des odontologues légistes, des pathologistes et des spécialistes en microscopie électronique, conception protocole intégré, combiné, analyse documentaire historique avec vérification scientifique matérielle. La méthodologie a été publiée précédemment. À résultat, permettant révision par pair de la conception expérimentale. Cette approche transparente contrastait avec l'opacité traditionnelle des recherches sur le sujet, la publication dans l'European Journal of Internal Medicine, revue médicale à fort impact, a conféré à l'étude une légitimité scientifique au sein de la communauté médicale internationale. De même que la science forensique a transformé l'analyse des matériaux, la numérisation des archives a fait de même. Révolutionné le vérification documentaire. Pendant le 2 d'abord, au XXIe siècle, des projets menés par le Musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis et les archives fédérales allemandes, Bundesarchiv, ont permis de mettre en ligne plus de 50 millions de pages sur le Troisième Reich. Depuis 2018, ce accédé permet contraste sources primaires, bien que aussi a facilité la diffusion d'interprétations biaisées par des utilisateurs sans formation historiographique, capables de manipuler des informations authentiques hors de leur contexte. La question des restes matériels a acquis une dimension éthique supplémentaire avec les débats sur leur exposition. Public de matériel humain. Quand il archive État russe exposé La découverte d'un fragment de crâne en 2000 a incité les organisations internationales de défense des droits humains à s'interroger sur la légitimité institutionnelle de cette découverte. Les restes humains, quelle que soit l'identité de l'individu, méritaient d'être traités conformément aux protocoles établis par l'UNESCO pour le patrimoine humain sensible. Ce débat a mis en lumière la tension entre l'intérêt historique public et le respect de la dignité humaine fondamentale, un thème récurrent dans les musées consacrés aux atrocités de masse. Le construction historiographique de la fin de Hitler illustre processus plus loin large de entraînement de la mémoire historique dans un contexte de fragmentation politique et technologique. 80 ans plus tard, les archives nationales continuent de déclassifier des documents relatifs à cette affaire. En 2020, les archives fédérales allemandes ont publié 173 documents supplémentaires provenant du ministère de la Sécurité d'État de la RDA, dont des procès-verbaux d'interrogatoire de citoyens de Berlin-Est affirmant avoir été témoins d'événements survenus à la chancellerie. Dans 2022, il FSB russe numérisé par d'abord temps le rayon X dentaire originaux. Ces clichés, pris en 1945, ont permis une analyse comparative indépendante grâce à des logiciels médico-légaux modernes. L'Institut Fraunhofer de Hanovre a appliqué des techniques de superposition numérique, confirmant la correspondance anatomique avec les dossiers cliniques antérieurs à 1945. L'Université hébraïque de Jérusalem abrite la collection de documents la plus complète depuis 2019. Déclassifié à propos problème, 42 000 pages origines de 11 archives nationales différentes, accessibles via une base de données numériques indexée. Ce matériel permet une recherche systématique qui nécessitait auparavant des décennies de travail dans plusieurs pays.